très beau plateau aujourd'hui. J'ai envie de dire Reynald de Séchère et ses amis. Reynald, bonjour. Bonjour Anne. Bonjour monsieur, Bonjour, docteur Gaillard, qui venait avec deux très beaux livres que vous avez écrits. Madame de Bonchamp, Mémoire, aux éditions La Chouette de Vendée, et L'Amiral du Chafaud, toujours aux mêmes éditions, La Chouette de Vendée. Et puis Arnaud Desminières, qui est aux côtés de Reynald, pour faire avancer ce fantastique projet de la chapelle Basse-Mer. Alors, pour être sûr de bien consacrer du temps, on va commencer par notre écrivain, parce que c'est un gros travail qu'il a fait et que c'est la nouveauté. Vous êtes toujours intéressé à cette époque de... Oui, c'est une époque tellement passionnante, c'est un intérêt pour moi de longue date. De longue date, oui. D'autant plus que j'avais un ancêtre qui avait traversé la guerre de Vendée, qui avait fait la virée de Galerne. Oui. Et c'est en partant sur ses traces que j'ai rencontré Madame de Bonchamp et que j'ai voulu reprendre son histoire. Alors, cette Madame de Bonchamp, qui est... ça fait longtemps que je savais qu'elle avait écrit des mémoires, je connais cette belle histoire merveilleuse. Peut-être pour les auditeurs un peu moins au courant, pourriez-vous nous redire ce qu'il s'est passé avec Monsieur de Bonchamp, qui vient de gagner une bataille, mais qui va y perdre la vie, et qui va avoir ce geste magnifique de sauver les 5000 prisonniers républicains qu'on s'apprêtait à exécuter. Et il apprend ce qui va se passer et il ordonne que l'on fasse grâce aux prisonniers. Et son ordre est écouté. Et ces 5000 prisonniers républicains vont être sauvés grâce à son geste. Alors, dans une postface, Reynald, vous soulignez que ce geste a été absolument occulté, transformé. Oui, parce qu'on est dans le cadre du deuxième plan d'extermination générale qui a été conçu par le comité de salut public le 11 novembre. Et lorsque Bonchamp, qui est moribond, qui est profondément chrétien et qui sait qu'il va être jugé pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il laisse faire ou ce qu'il fait faire. Et donc il demande la grâce, comme le précise le docteur Gaillard, c'est pas le pardon, la grâce et la libération. Et lorsque Robespierre apprend ça, il est paniqué, parce que si le monde apprend cette grâce, il ne peut plus mettre en route sa mécanique mortifère. Et il va demander aux soldats de faire deux choses. Un, de ne pas dire la vérité, c'est-à-dire de dire qu'ils ont été libérés par les Bleus, et on va exterminer, c'est le premier camp de concentration et d'extermination, tous les témoins oculaires et tous ceux aussi qui ont participé à cette libération. C'est l'acte fondateur de ce que j'appelle le mémoricide. Oui. Son épouse, Madame de Bonchamp, est aussi d'un très très joli niveau, d'une grande spiritualité. Votre livre, monsieur, est une alternance de textes de Madame de Bonchamp, oui, des extraits de ses mémoires et de vos commentaires, précisions. C'est ça, j'ai essayé de retrouver à travers les témoignages de la même époque, en particulier celui de la marquise de la Roche-Jacquelin, et aussi à travers les archives, j'ai essayé de commenter ces mémoires, et il se trouve que finalement ce qu'elle raconte est tout à fait... On suit très bien à travers les archives et les témoignages de la même époque. Alors je tiendrai à dire, pour les quelques républicains dont je ne suis pas qui nous écoutent, que vous êtes une extraordinaire objectivité, parce que vous faites le portrait d'hommes républicains qui se sont bien comportés, qui ont trouvé que ces procédés, ces noyades, ces incarcérations, ces réductions à rien de tous ces prisonniers, hommes, femmes, enfants, vieillards, c'était odieux. Et vous mettez en valeur ces personnalités que vous avez retrouvées, notamment ce personnage qu'on appelle Régulus. Voilà, Ododine. Régulus nantais. Régulus, donc il faut rappeler cette vieille histoire romaine. Donc, il était prisonnier, il a été envoyé par Carthage. C'est ça, oui, il avait été envoyé. Et puis finalement, pour négocier, la négociation échoue et il retourne se constituer prisonnier. Et il va être tué, bien sûr, dans des conditions atroces. Voilà.
Et ça reste l'exemple même de celui qui a le sens de l'honneur. Donc vous trouvez un autre Régulus. Un Régulus nantais, Ododine. Ododine, et ça c'est... Qui a tout fait pour sauver Madame de Bonchamp, qui était condamnée à mort. Qui était condamnée à mort. Oui. Alors, pour donner une idée aux auditeurs de la qualité de cette plume et de la hauteur d'esprit de cette femme, qui a donc suivi son mari sur les routes de Vendée, qui va perdre un fils, et la voilà qui va être condamnée à mort. L'on me changea de logement et on me plaça dans la chapelle, qui faisait aussi partie de la prison. Je me trouvais avec plaisir dans ce lieu où l'on avait célébré les mystères les plus augustes de la religion. Je pensais que pour les prières de la piété, de la foi, du malheur, il serait en quelque sorte purifié des profanations sacrilèges qui avaient bouleversé sans détruire sa sainte destination. Je reconnus la place de l'autel et j'allais m'y prosterner. Je ne regrettais sur la terre que ma fille et mes frères, mais je priais pour eux. Je recommandais mon enfant au suprême protecteur et mon cœur, rempli de confiance, m'assura que Dieu daignerait la guider et la sauver. La mort n'a point de terreur pour une âme religieuse. Je désirais un prêtre. Il me fut impossible de m'en procurer un. Du moins, j'avais reçu de ceux de la Vendée des bénédictions récentes. En retraçant le passé, je ne trouvais dans ma vie que des douleurs. Prête à paraître devant Dieu, ce souvenir était ma plus grande consolation, car je pensais qu'un tel sort, si sévère aux yeux du monde, était celui d'une prédestinée. Voilà, elle pense qu'elle va mourir elle est résignée, sous peu. Elle est résignée et elle offre bien sûr son sacrifice à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que tout de même, il y avait encore des règles. Si elle disait qu'elle était enceinte, voilà. Donc 2 fois de suite. Alors c'est quelqu'un, elle n'y pense pas. Et c'est quelqu'un qui lui dit... glisse un billet à travers ses barreaux. Oui, dites que vous êtes enceinte. Voilà. Et donc 2 fois de suite, elle va pouvoir repousser l'échéance de 3 mois à chaque fois. Donc c'est un livre très, très prenant. On a les larmes aux yeux, bien évidemment. Mais très instructif, parce qu'on croit encore tout connaître sur cette époque, et non. Peut-être préciser qu'on a très peu de témoignages directs, et qu'ils sont extrêmement rares, et surtout de cette qualité. Il faut rendre hommage là à la Restauration qui a permis que ces documents soient publiés. Sans la Restauration, un certain nombre de ces documents auraient disparu. Mais il faut souligner la rareté. Bien sûr, bien sûr. Et puis, vous avez fait un portrait de l'amiral Duchaffaut, qui a l'air d'être un homme tout à fait hors du commun. D'abord, il traduit cet extraordinaire essor qu'a connu la marine royale sous Louis XVI. Exactement. C'est cette restauration de cette marine qui était tombée si bas après la guerre de 7 ans. Elle va renaître grâce, entre autres, à Louis XVI. Et grâce à ces hommes. Et grâce à ces hommes tels que Duchaffaut qui vont tout faire pour former des équipages, former des officiers, et ce qui fait que finalement, la marine de Louis XVI va battre la Royal Navy, ce qui est quand même extraordinaire. Ce qui est un événement, quand on connaît la force de cette marine. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi les révolutionnaires ont voulu casser cette marine, parce que c'était vraiment l'emblème d'un autre monde. Exactement. Ils l'ont cassée en quelques années, tout d'abord parce qu'ils ont tellement menacé les officiers, et ces officiers sont partis en émigration, et puis faute de subsides, la marine n'a pas été entretenue. En quelques années, les vaisseaux étaient ingouvernables. En plus, ils ont cassé la hiérarchie. Ils ont cassé la hiérarchie. Puisque la sacro-sainte égalité, n'est-ce pas, veut que le dernier cuistot du bateau soit l'égal du capitaine. Le problème, c'est que le cuistot mène le bateau sur les écueils. Le capitaine peut éventuellement faire la cuisine, mais le cuistot ne peut pas. C'est sur ce problème-là que bute l'idée d'égalité. On n'y pense pas assez. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et on sent que vous aimez votre personnage qui va mourir, bien sûr, dans le geôle, alors qu'il est très 85 ans. On le met en prison
à Nantes. Il a 85 ans et il va mourir dans cette prison l'année suivante. Et là aussi, vous ressuscitez beaucoup d'hommes qui ont illustré cette époque avec leur fait de gloire. Et c'est tout à fait passionnant. Mais encore une fois, c'est inédit. Personne ne s'était Il n'y avait pas eu vraiment de biographie complète de Duchaffault. Les quelques écrits qui avaient été publiés étaient tout à fait discordants, ce qui m'a amené à reprendre l'histoire à partir des archives, parce qu'il n'a pas écrit ses souvenirs, l'amiral Duchaffault. Alors, édition La Chouette de Vendée, vous avez bien sûr un troisième livre en projet. Ça commence, là, je suis en train de m'y mettre. C'est M. Séchère qui m'a suggéré de travailler sur les chaloupes canonnières de la Loire. Ah oui. Et c'est un sujet qui n'a jamais été traité. La Loire a été, pendant la guerre de Vendée, un enjeu considérable. Bien sûr. Et ça mérite d'être pris. Et je me suis lancé depuis quelque temps et c'est passionnant. C'est dans Bonchamp où vous dites que on ne peut même pas monter sur un bateau parce que les bateaux sont attaqués. Elle veut aller à Paris et les bateaux sont attaqués et donc par les Vendéens d'ailleurs. Et donc il faut beaucoup d'argent et cette pauvre Madame de Bonchamp est complètement ruinée. Oui. Parce qu'on lui a tout pris. Alors elle a encore des terres, mais c'est en Martinique. C'est ça. Donc aux Antilles. évidemment, à l'époque, il n'y a pas de procédé de virement immédiat. Non. Merci beaucoup, monsieur, pour ces deux livres C'est moi qui vous remercie. qui sont des livres magnifiques, des livres durs, mais c'est l'histoire et c'est la vérité. Et bien écrit. Et très bien écrit. Oui, Merci. on est... oui, c'est vrai, mais les médecins sont des lettrés. Les médecins auraient tous voulu écrire des livres. En tout cas, votre génération, monsieur. Oui, c'est vrai, votre génération était une génération lettrée. C'était des gens qui parlaient grec et latin. Ah oui, c'est incroyable. On ne faisait pas médecine sans grec et latin. Et c'est vrai que dans les communautés, les villages, qui a laissé des traces, c'est le curé et le médecin. Bien sûr, bien sûr. Alors, eh bien, Arnaud Desminières, nous filons à la chapelle Basse-Mère. Qui doit d'ailleurs sa restauration à un médecin. Parce que la photo que nous avons, qui date de la fin du 19e siècle, a été prise par un médecin. C'est grâce à cette photo qu'on a pu reconstituer au millimètre près l'architecture de la chapelle. Oui. Donc il y a eu deux dieux tutélaires. Il y a eu ce vieux prêtre qui vous a dit quand vous étiez tout petit, quand tu seras grand, tu nettoieras ce monument, tu retireras les herbes et tu le reconstruiras. Et ce médecin. Il faut toujours un prêtre et un médecin dans sa vie. Alors Arnaud, quels événements? Donc la chapelle Basse-Mère. Alors quels événements cet été? Eh bien c'est les événements, on va dire, de tous les autres étés avec quelques spécificités. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on organise depuis 25 ans la restauration justement de cette chapelle à la chapelle Saint-Pierre-Esslien, sous la houlette de notre ami à ma droite, Il avait un an quand il a commencé, parce qu'il a 26 ans. C'est ça, Ranald Séchère. Vous les prenez très jeunes. Vous les choisissez très jeunes, puis vous savez déterminer qui va faire, qui est d'une bonne pâte. Ah, oui. Et l'idée donc elle est double. Elle est tout d'abord, et on a une dimension technique de construction matérielle avec la restauration de cette chapelle, et puis la dimension qui est beaucoup plus humaine, avec justement toute l'œuvre, tout le projet qui est porté donc par des hommes, par des jeunes. Par une association. Par une association, entre autres, et avec aussi tout ce développement personnel qui a lieu autour de ce projet. Donc la chapelle, c'est un chantier de restauration qui dure depuis 25 ans, qui a lieu tous les étés. Donc cet été, c'est du 7 juillet au 15 août. Et que si un jeune, que vous lancez un appel... Exact. Vos troupes ne sont pas encore au complet. Nos troupes ne sont jamais au complet. Donc si un jeune n'a pas envie d'aller chez grand-père et grand-mère, il n'a pas envie de faire un stage, de turbiner dans un bureau bien enfermé, il va venir avec nous. Non, mais s'il a du courage, c'est-à-dire... c'est justement, du courage, de la volonté, c'est tout ce qu'il nous faut. Et c'est une de nos grandes particularités, c'est qu'on fait confiance à la jeunesse. Alors, on fait confiance aux gens qui viennent. C'est gratuit, c'est payant, comment ça se passe? Il y a une inscription avec une cotisation afin de prendre en charge le logement et la nourriture. Donc qui est légal, classique. Oui, bien sûr. Et qui est de? Et qui est de 14 € par jour. D'accord, très bien. Et c'est là où les grands-mères et les grands-pères peuvent participer activement. Vous avez raison, oui.
mais elles ne le feront pas parce que les grand-mères, elles préféreront avoir leurs petits-enfants chez eux, vous comprenez. Alors, on peut faire l'inverse. Je ne sais pas si j'aurai assez de générosité pour offrir à mes petites filles de l'argent pour qu'elles aillent ailleurs que chez moi. Elles n'ont pas encore l'âge de rénover Peut-être pour aller à la chapelle Basse-Mère, peut-être que je ferai un effort. Ou alors j'irai avec elles. Je crois que je débarquerai avec elles. Et nous prenons parce que ce sont des excellentes cuisinières. Je partirai avec elles. Et donc, 4 juillet, bon, on trouve tout sur Internet. Il y a tout sur Internet, donc notre site c'est mémoiredufutur.fr, tout simplement. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez des vidéos, des photos, vous voyez un peu l'évolution et ça permet de pénétrer le vif du sujet, comme on dit. Donc, non, très vivant, très dynamique, très jeune. Et puis vraiment, on prend tout le monde, n'a pas besoin d'avoir un diplôme particulier, des compétences spécifiques. Non, vous savez ou diriger quelque chose. votre. Voilà, diriger on fait votre confiance chantier. et puis on transmet les choses. Il y a le chantier est structuré en différents sites et au sein de ces sites-là, il y a des chefs de site qui, eux, d'année en année, se transmettent un peu qui sont des habitués. Et qui sont des habitués, c'est pas des professionnels, mais c'est des habitués. Ils sont presque devenus des professionnels. Voilà, Parce qu'il faut vous dire, chers amis de Ta Vie Liberté, que j'ai vu ce chantier, qui n'en est plus un, l'an dernier, pendant l'été. J'ai déboulé chez Reynald, et en rentrant de Bordeaux, où nous avions été lire dans les vignes, et j'ai été absolument éblouie parce que... ça devient une véritable abbaye. Enfin, ça devient quand même monumental. De la modeste chapelle que vous avez redressée, qu'est-ce que vous avez fait tout autour? Racontez. En fait, c'est un prieuré à l'origine qui a été fondé au Xe siècle. Il faut bien comprendre la situation politique et religieuse de la Bretagne et, comme je suis un Breton, je défends toujours ma patrie, et du périphérique, puisque un certain nombre de communes du Maine-et-Loire, du Maine-et-Loire de Vendée appartenaient à l'époque à la Bretagne. Et on a ce conflit entre l'Église irlandaise, qui commence à s'implanter à l'ouest, et l'Église romaine, qui est à l'est. Et donc, il va falloir romaniser pour Rome la Bretagne. Et pour ce faire, ils vont utiliser 2 structures. L'abbaye de Marmoutier, qui va essaimer sur la frontière brito-française, et la chapelle Basse-Mère est le fruit de cela. Et puis la deuxième chose, ils vont implanter de grosses abbayes, comme l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, que je conseille toujours d'aller visiter, qui est dans son jus, qui est vraiment extraordinaire, et qui elle-même va buissonner, comme ça, essaimer. Et la chapelle Basse-Mère, chapelle, ça veut dire lieu où il y a une relique, et la relique d'implantation de la chapelle Basse-Mère, c'est un morceau du voile de la Vierge, qui vient de Chartres. Et chapelle, Cappa, la relique. Et lorsque les Français, lorsque les républicains ont brûlé la chapelle Basse-Mère, ils ont aussi brûlé la relique, et le recteur de la chapelle Basse-Mère a sollicité de l'évêque de Chartres en 1848 un nouveau morceau du voile que l'évêque lui a généreusement donné et qui est conservé religieusement à la chapelle Basse-Mère. Et c'était construit sur les terres du seigneur Bassin-Marus, d'où le nom de Basse-Mère. Basse-Mère, très très bien. Et donc vous avez reconstruit un cloître absolument magnifique, et puis une autre aile qui fait pendant en fait à la chapelle. Voilà, qui va être le mémorial proprement dit. Qui va être le mémorial. Alors, nouveauté cet été, ce sont les fresques. Alors, je laisse d'abord Arnaud présenter le mémorial. Le mémorial. Le mémorial. Ça, c'est vrai que c'est nouveau, il n'était pas ouvert jusqu'à présent. Il n'était pas ouvert et en plus justement de cette fresque, de cette grande peinture, la spécificité de cet été, c'est en termes de chantier, on va finaliser donc ce mémorial-là en posant les voûtes lambrissées. Donc on a une charpente en coque de bateau renversé qu'on va habiller d'un lambris en bois. Voilà, donc c'est le gros chantier, le gros travail, le gros chantier de cet été pour pouvoir ensuite accueillir cette grande peinture que Reynald va vous présenter. Et donc, conceptuellement, c'est très simple. Elle va courir tout le long du mémorial sur le mur, et donc elle va faire 50 mètres de long sur 2 mètres de haut, et elle est divisée en 18 scènes. Donc les grandes scènes les grandes, voilà, minutieusement choisies, les grandes scènes qui permettent de comprendre cette histoire de la guerre de Vendée. Le pardon de Bonchamp, absolument, entre autres.
Et, et, et vous allez exposer des choses. Non, il n'y aura pas d'exposition d'objets ou le mémorial, ce sont ces fresques. Alors non, en fait c'est une très grande pièce qui doit faire 100 mètres carrés, quelque chose comme ça, 120 mètres carrés. Ouais, c'est ça, 150 Et mètres en carrés, fait, cette pièce va être à 3 niveaux. Le niveau 0, c'est-à-dire le sol, Oui. sur lequel on va présenter 3 statues, dont 2 ont été faites par Daphné du Barry. La première, comme je sais que vous êtes amoureuse d'elle et que nous-mêmes nous le sommes. Je parle des temps qui courent, il faut quand même bien préciser les choses. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis très admiratrice de ces C'est œuvres. vraiment, on tombe en amour de Oui. Tapez, chers auditeurs, sur Internet, Daphné Du Barry. Du Barry. Barry, et vous m'en direz des nouvelles. Et donc, elle nous a réalisé, il y a une petite dizaine d'années, une statue représentant le prêtre réfractaire de la chapelle Basse-Mère, Oui. Pierre-Marie Robin, qui fait 2 mètres de haut, qui est vraiment sublime, que l'on peut voir sur Internet. Et là, on lui a commandé une autre œuvre. Ce sont les Noyades de Nantes. Là, vous avez la revue dont on va parler tout à l'heure. Et en fait, la revue, on a les Noyades. Et elle nous a fait une petite maquette que nous avons acceptée, qui représente les Noyades de Nantes. Alors c'est très important que ça soit représenté dans le bronze parce que ça va devenir visuel. Et à partir de ça, on va pouvoir réfléchir sur le pourquoi et le comment. Ça suscite la réflexion. Et puis la 3e statue, ça sera la Vendéenne exterminée, puisque le génocide à Vendée a pour objectif premier d'exterminer la femme sillon producteur et l'enfant car en passe de devenir futur brillant. Je ne fais que reprendre les formules de l'époque. Et donc ça représente la femme qui est en train de mourir, tendant vers les cieux un enfant. Ça, c'est le premier niveau, donc c'est au niveau plancher. Le deuxième niveau, c'est le niveau intermédiaire. Et sur les murs, nous allons mettre la liste des gens du village exterminés, puisque nous l'avons. Le recteur Pierre-Marie Robin les a listés, les a enregistrés dans le cadre de son registre clandestin. Et on va décrire l'habitat détruit. On a la liste intégrale de l'habitat détruit. Et ce n'est qu'au 3e niveau... C'était l'objet de votre travail. Absolument, de votre sur la travail chapelle et Basse-Mère. votre thèse, il y a quelques années. Oui, ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît. Et le 3e niveau sera consacré aux fresques. Alors ces fresques ont une histoire, parce que c'est rigolo la manière dont j'ai découvert cet artiste américain. En fait, c'est un Américain. C'est un Américain. Décidément. On a un musée, j'ai un musée à Plournel, à Quiberon, qui est le seul d'ailleurs au monde, sur les guerres de l'Ouest. Les guerres de l'Ouest, Vendée et chouannerie, c'est à Plournel, le musée de la chouannerie que l'on dit couramment. Et dans le magasin local, le Super U, il y avait comme ça des longues fresques. Et personne ne savait qui était l'artiste qui avait fait ça. Et je suis arrivé un jour et je suis resté 4 heures dans le magasin avec des grosses jumelles et j'ai analysé comme ça chaque fresque en me disant que dans un coin, il devait y avoir un nom qui traînait. Une signature. Et j'ai trouvé un nom bizarre sur un bateau, Prouty, et je me suis dit, c'est peut-être éventuellement le nom de l'auteur, et effectivement, c'était le nom de l'auteur, et nous sommes allés le voir. Vous êtes un sacré enquêteur. Hein. Ah oui, j'ai trouvé, il m'a fallu tout de même quelques années pour... Et nous sommes allés le voir, et on a sympathisé. Alors, le hasard fait qu'il est près d'une abbaye où je fais toutes mes retraites depuis très longtemps, à La Grasse, à l'abbaye de La Grasse. Il est à une 15aine de kilomètres de l'abbaye. C'est un homme charmant, talentueux, et lorsqu'on le voit dessiner et peindre, on est estomaqué de la facilité avec laquelle il fait cela. Alors revenons au problème. Pourquoi il s'est installé en France? Par amour de la France? Par amour pour la France, oui. Et on a eu beaucoup de mal à définir les 18 scènes que l'on juge être fondamentales, synthétiques, des guerres de Vendée. On a vraiment beaucoup réfléchi, on a fait des allers-retours, etc. Et puis on est arrivé à ces 18 scènes que je te laisse le soin de décrire synthétiquement.
D'énumérer. Non, pas toutes, Non, mais quelques-unes. quelques-unes. Donc on a le début du soulèvement. Oui. Voilà, incarné par. Donc on a le serment du jeu de paume, entre autres l'exécution du roi, Oui. la conscription, et ainsi de suite. Donc on va dire les prémices, le soulèvement à proprement parler, et puis ensuite donc tout ce qui va être lié au génocide, au grand massacre, Bien sûr, aux bien différentes exécutions. Et on a vraiment consacré une peinture au sacrifice et au pardon De de Bonchamp, Bonchamp, parce que bien c'est sûr. vraiment un tournant. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est ce qui fait la civilisation chrétienne. Nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est pour donc, ça que nous sommes dans un monde un peu difficile à vivre, pour ne pas dire barbare, c'est que la civilisation chrétienne... Et donc là, on a lancé ça, on a lancé une souscription. Alors c'est toi le technicien. Donc on s'est adossé à la plateforme d'Artagnan. Ouais. Donc, c'est une plateforme de financement participatif Oui, spécialisée dans la restauration, rénovation, préservation du patrimoine. Cette plateforme-là, rubrique art, Oui. et vous avez notre projet que vous retrouvez. Donc tout est décrit, vous avez des vidéos qui vous présentent un peu les différentes scènes, et vous verrez, c'est des peintures qui sont très réalistes, très lumineuses, très vivantes, très dynamiques. Donc c'est vraiment intéressant. Et on rentre dedans. C'est assez curieux, c'est de Oui, ça a l'hyperréalisme l'air hyper réaliste, oui. américain, tout le mouvement Looper, etc. Hoover, excusez-moi, etc. C'est magnifique. Hein. Et puis la deuxième souscription que tu fais. Et la deuxième souscription, c'est la chose dont on parlait tout à l'heure pour le chantier et les fameuses voûtes lambrissées. Voilà. Donc là, il faut se rendre tout simplement sur notre site, Mémoire du futur. Et puis, on vous a concocté une petite vidéo avec beaucoup d'humour. Non, vraiment, on a fait quelque chose de très bien avec donc les gars du chantier sont les personnes qui viennent travailler, on les appelle comme ça. Donc une vidéo, on vous présente le projet depuis le début, le projet de cet été, les travaux. Et puis vous verrez, il y a beaucoup d'humour, c'est très dynamique, c'est très, très, très vivant. Alors, ce projet-là qu'ils vont mettre en œuvre, c'est 35 000 euros. Il suffit qu'il y ait 35 personnes qui mettent 1 000 euros et puis c'est bouclé. 350 qui mettent 100. Oui, 350 qui mettent 100. On voit le mathématicien. Oui. Bravo. Vous disiez que ce numéro spécial sur les guerres de Vendée de Histoire Magazine est un exceptionnel. très bon numéro. Et vraiment exceptionnel, tant au niveau des textes qu'au niveau de l'iconographie. Et c'est la chance que nous avons d'avoir le musée des guerres de l'Ouest qui a une documentation originale extraordinaire et qui a servi de banque de données pour ce numéro. Et la rédactrice en chef, Sylvie Dutot, est vraiment une femme exceptionnelle qui a fait un travail remarquable. Ce numéro spécial d'Histoire Magazine va faire date parce qu'il est à la fois complet, remarquablement bien illustré et bien écrit. Puis j'ai envie de dire à tous ceux qui n'ont pas encore lu Le Miroir sans retour qu'ils ont cela à faire cet été parce que c'est un livre assez étonnant, dur. Voulez-vous nous en rappeler en 2 lignes Alors, Le Miroir sans retour, qui est publié au Rocher, raconte un des hommes les plus monstrueux de la Révolution française. Ils le sont tous, plus ou moins. Hein. Qui va trahir l'un des plus nobles. L'un des plus nobles, qui est le marquis de la Rouërie, qui est vraiment un chevalier dans son régime. Retenons le mot noble. Il a toutes les caractéristiques de la civilisation chrétienne. Et il ne peut même pas imaginer que son ami le plus proche, en l'occurrence un médecin... Alors c'est le fils de son ami le plus proche, parce que c'est tout de même le... Il a pris le fils de son ami qui ne peut plus le soigner et qui est obligé de rester chez lui. Et il va donner au fils l'amitié qu'il avait donnée au père. Malheureusement, l'étoffe n'est pas semblable. L'autre est d'une étoffe beaucoup plus rustique et grossière. Et il va tout faire pour trahir le marquis. Nous n'en disons pas plus, mais c'est un livre très prenant. Et en plus de ça, vous avez retrouvé... On a retrouvé tout sur lui, y compris les actes officiels, parce que c'est un homme officiel. C'est ça, vous ne l'avez pas inventé. C'est un récit, ils ont appelé ça roman, et on a tout aux archives nationales. On a même voté des lois
pour l'indemniser, il avait pris un pseudo et les lois sont rédigées au nom à la fois de son nom officiel et de son pseudo. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on voit tout de même que tout ce petit monde révolutionnaire n'est pas mu par l'idéologie, mais est mu par le désir de l'or. De l'or. Et là, la démonstration est effrayante. Ah, oui. Effrayante. Et puis je signale, bien sûr, le film de Daniel Rabourdin, qui s'appelle La rébellion cachée. La rébellion cachée, merci beaucoup. À voir en famille, parce que les jeunes ne savent pas toujours très bien lire, et c'est, à mon avis, un film choc pour bien leur faire comprendre ce qui s'est passé. Et puis pour les amateurs de romans, je viens de lire de Jean-Claude Sacerdo un livre très amusant qui s'appelle Cœur de fer. Et alors, c'est un peu nouveau parce que c'est l'histoire d'un officier de haut niveau qui est républicain. Il va servir la République, alors que sa famille est assez révulsée à cette idée. Mais il va servir la République et il va comprendre seulement, très progressivement, les personnages qu'il sert. Et c'est très passionnant. C'est écrit dans une langue étonnante. Sacerdo écrivait jusqu'à présent des polars à la Audiard, avec un vocabulaire bien trash et bien marrant, où on dézingue toutes les minutes. Et là, il a pris la langue du 18e et on passe un très joli moment. C'est un roman pour adultes, c'est pas un roman pour enfants. Et c'est un bon moment. Voilà. Vous voyez encore quelque chose à ajouter? Non, sinon... Rendez-vous à la Chapelle Basse-Mer. Rendez-vous à la Chapelle Basse-Mer, où vous êtes accueillis par Arnaud Desminières. Et vous pouvez même, je répète toujours, déjeuner et dîner en compagnie des jeunes, et on passe des moments vraiment exceptionnels. Ah, c'est sympa. On vient avec son pique-nique? Non, Sans même son pas. pique-nique. Vous venez comme ça, les mains dans les poches. Vous êtes parfait. Donc, je rappelle, le docteur Alain Gaillard nous offre 2 livres, Madame de Bonchamp, Mémoire, et L'Amiral du Chafaud, aux éditions La Chouette de Vendée. Merci à tous les 3. Beaucoup. Et Merci très à bon vous. été et de très belles constructions. Et c'est promis, j'y retourne à l'automne. Merci Anne. Inspecté. Au revoir, chers amis de TV Liberté. Au revoir, les amis. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous partons au Château des Bordes en compagnie d'un guide extraordinaire que vous connaissez déjà puisqu'elle est venue dans cette émission nous parler du peintre Boucher. Bonjour Françoise Joly. Bonjour Anne. Vous avez pris il y a peu, en 97 ? Oh non, Non. bien plus tard. Bien plus tard. On a acheté en 2013. En 2013, oui, c'est tout récent. Tout récent, quand mon mari Oui, voulait prendre sa retraite. c'était la vente aux enchères, alors, 97. Alors 97, c'est le moment où ça a été en effet vendu 150 000 francs à un Strasbourgeois, avant nous. Un château qui était ruiné, vraiment ruiné. À l'intérieur, Et il n'y avait eu plus le temps rien. de faire un petit peu des choses. Alors il a ce monsieur que nous n'avons pas connu parce que le château a été vendu au moment où il était mourant. Ah oui. Oui, il a eu un rôle assez important. Il a sauvé déjà les toitures, remis en état un peu toute la partie, c'est ça, tous les extérieurs, enfin essayé de sauver un peu les extérieurs. Rien à l'intérieur, il n'a pas eu le temps. Donc tout était resté avec des sols en sable, des trous à la place des cheminées. Et puis il s'était plaint auprès de la DRAC et il avait demandé une extension de protection parce que bien que ce soit un monument historique depuis 1948, le château avait été quand même pillé par un de ses propriétaires. Pillé et tout l'intérieur vendu Oui, c'est ça. entre 90 et 97 par un Belge, c'était pas un Japonais, c'était un Belge, qui avait acheté le château à une famille et qui l'a complètement vidé pour envoyer tout à l'étranger et avant de disparaître lui-même dans la nature. Alors, je n'ai même pas donné le titre du château, le château des Bordes, voilà. À 10 km de C'est Nevers, ça. dont la devise
particulièrement belle est « Quoi que fasse le sort, Oui. je resterai debout ». C'est ça. Alors, devise qui est due à un maréchal de France qui était propriétaire au XVIe siècle du château. Alors, avec il a son été frère. construit Oh, il comment, remonte pourquoi? très très loin. Oui. Il remonte très loin. Le premier château date du XIe siècle. La première personne connue comme propriétaire est un certain Jean Desbordes en Oui. 1041. Et il est déjà important puisqu'il est déjà chambellan conseiller du roi. Ça veut dire qu'il fait partie de la maison du roi en D'accord. réalité. Et la particularité de ce domaine est justement d'être toujours resté directement dans la juridiction royale. Au moment de la guerre de Cent Ans, ça a été très D'accord. important. Notre premier domaine, sans doute en première construction en bois, comme on faisait beaucoup, qui dominait la Nièvre, qui dominait la route allant vers Auxerre et Vézelay, et qui est au sud, bien entendu, descendant jusqu'au Puy. Enfin, c'est une route de pèlerinage encore aujourd'hui. Et puis une route d'invasion, bien entendu. Et il surveillait un pont qui est le pont où il y a le confluent des trois bras de la Nièvre, Pont Saint-Ours, voilà. D'accord. Avec deux autres châteaux de la même époque, du XIe siècle. C'est comme ça. La fortune de la famille vient aussi de cette situation stratégique importante. Bien sûr. Alors, un immense château, nous allons voir, et d'immenses écuries. Surtout d'immenses écuries. Du château, il ne reste pas grand-chose. Il reste 2 ailes sur 3. Il a été quand même en partie ruiné au fil du temps, bien détruit au début du XIXe siècle par son nouveau propriétaire. Alors, les écuries. Et les écuries, en revanche, sont restées intactes. De tous les bâtiments. Et elles ont été édifiées en l'honneur de Jean Sobieski. Alors non, ça c'est la légende. C'est la légende. Elles ont été édifiées environ 50 ans avant, en fait, par une femme dont j'ai retrouvé... Je n'ai pas son image. Si quelqu'un là, j'en serais ravie. Je serais ravie d'avoir son portrait. Je suis allée à Époisse pour voir si je le retrouvais, mais elle avait eu un tel conflit avec son gendre que... Il n'y a pas un seul portrait de cette femme Il a tout effacé. apparemment à Époisse. C'était Monsieur de Guitaut. La famille de Guitaut est charmante par ailleurs, mais apparemment il n'y a plus aucune trace de cette femme qui s'appelait Germaine-Louise de la Grange d'Arquian et qui était seule héritière du château des Bordes et d'une fortune familiale et qui a refait tout ce château entre 1641 et 1653. Il y a un terrier de 1653 qui décrit tous les bâtiments tels qu'on les voit encore. Un terrier, c'est un relevé de tous les titres de propriété. D'accord. Ça redécrit tous les bâtiments, une dizaine de bâtiments autour du château, dont ces écuries. Alors, écurie de 104 mètres de long, hein. C'est un espace énorme. Donc, un espace merveilleux pour Voilà. des conférences, Du XVIIe siècle, des voilà. congrès. Et c'est dans votre château que va avoir lieu Oui. la fête, Oui, ça, c'est le congrès de Je ne dois pas parler anglais Renaissance. ici, mais ça ressemble quand même à un Paris ou un challenge, comme vous voudrez. de- Mais c'est quand même compliqué, ça. Le congrès de Oui, Renaissance catholique c'est ça. qui est le Au 14 mois de juillet. juillet, c'est ça. Alors, vous êtes une famille nombreuse, vous avez 5 enfants, Mhm. qui sont tous partants pour cette Alors, qui ont cette été aventure. tous partants, c'est vrai. Vous créez une société société. civile Oui. immobilière, mais avec vos enfants, il y a autour de vous une centaine de bénévoles Oui. qui vont vous aider. Alors, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est la magie du château? C'est une espèce de charme qui attire les gens? Parce qu'on n'arrête pas de voir dans des émissions comme Les Racines Oui. et les Ailes ce phénomène extraordinaire des bénévoles qui marchent Oui. vers le château et qui remontent leurs manches et qui Oui. débroussaillent, remontent les C'est pierres. un cadeau. C'est extraordinaire. Alors, comment ça. ça C'est se extraordinaire. Mais écoutez, c'est parti. Déjà, il y avait ces 40 ans d'abandon du château qui désespéraient. Qui les désespéraient, tout le voisinage, ça, c'est oui. certain. Donc, un frémissement quand ils ont vu que le château était racheté, une certaine méfiance parce que nous étions prétendument parisiens. Oui, c'est pas bien, ça. Oui, bien sûr, Parisien c'est tête un de péché chien. mortel. Mais il se trouve que j'avais des origines nivernaises. Il se trouve aussi qu'on a tellement travaillé que tout le monde a tout de suite Ils ont vu. admiré. Voilà, tout le monde a vu tout de suite qu'on voulait y rester, Ouais. qu'on allait. Et du coup, Et vous vous êtes vous-même installé. c'est ça. Et du coup, il y a eu. Et puis, on a commencé très vite à faire des spectacles. Et il y a eu donc une convergence vraiment un désir d'aider. Mais vous savez, je crois que ça C'est le correspond- phénomène Puy du Fou, en fait, qui a Oui, joué. mais ça correspond à quelque chose de très précis. Déjà, les gens se réapproprient leur patrimoine aujourd'hui parce Oui. qu'ils sentent qu'il est en danger. Mm. Et leur histoire, parce que moi, ce sont des gens qui sont venus spontanément. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout allé les chercher.
C'est extraordinaire. C'est ça que Il y a une association qui s'appelle Les Trésors de nos costumes, et j'espère qu'elle regardera l'émission parce que je serais contente qu'elle la regarde. Ils m'ont téléphoné un jour en me disant, écoutez, on est une petite association, on fait des costumes du Moyen-Âge, est-ce qu'on peut venir visiter? Et ils sont arrivés en costume médiéval. Je ne vous raconte pas l'effarement. Pour moi, je ne savais pas. Le bonheur. Je ne savais pas que ça existait. Ça paraît effarant. C'est avec eux qu'on a fait cette fête Il y a médiévale. tout un substrat extraordinaire Oui, d'associations, une richesse. de costumes, de joutes ça. médiévales, de C'est ça. joutes équestres. C'est ça. Après, j'ai rencontré des sont pas du Amazones tout- merveilleuses. Qui ne sont pas du tout mises en valeur, parce que, non. évidemment, ce qu'on met en valeur, c'est le rap, et les spectacles C'est ça. bien africains. Mm. Mais tout ce qui est dit très, très français et d'époque médiévale, ça Et alors, il y a eu de c'est tout, et ignoré. on a cette fidélité constante, c'est-à-dire que tous les mois, on a un samedi, le premier samedi du mois, où ils viennent. Alors, vient qui veut, comme il peut. c'est ça. Réunion et travail au château. On travaille ensemble. On fait tous. Alors, je n'ai pas le droit de les nourrir parce que la loi l'interdit. Ça passerait pour un salaire déguisé. Ouais. Donc, je ne les nourris pas. Mais ils viennent avec leur pique-nique. Chacun apporte ce qu'il Vous veut. dressez les on met tables. tout sur la table. Voilà, oui. Et voilà. Et on essaye de ne pas manger trop non plus parce qu'on resterait jusqu'à 4 heures de l'après-midi assis à table. Bien sûr, oui, oui. Mais voilà, ça crée une très bonne ambiance. Et puis, une ambiance d'entraide aussi que j'ai expérimentée de manière très touchante, parce qu'on a eu une de nos bénévoles les plus efficaces qui a eu un très gros sinistre. Sa maison a brûlé l'été dernier. Et j'ai appelé les autres à la rescousse. Et en fait, en 48 heures, elle était relogée. Ce qui m'a énormément touchée. Bien sûr. Parce que ça veut dire que ça Oui, représente vous avez aussi... créé un lien. C'est autre chose. Ouais, vous Voilà, avez créé un c'est autre lien, chose. ça, c'est fantastique. Oui, vous avez raison. Alors, vous organisez des spectacles, un son et lumière, le 23 et 24 juin. On a organisé l'année dernière. Cette Et- année, on et n'en cette fait année, pas. ah non, on n'en bon. fait pas. Euh, Non, cette année, on ne fait que vous vous des concentrez visites aux sur... chandelles au mois d'août. Je vais vous dire, c'est trop compliqué. Oui, oui. C'est trop compliqué d'arriver à tenir des spectacles. Oui, plus le congrès. La gestion du château, Oui, oui. les salles de mariage, le restaurant, Oui, oui. les chambres d'hôtes. C'est un travail multiforme. Oui, 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 J'ai oui. encore, moi, du travail à côté, donc Oui. à Paris. Vous êtes, Donc c'est quand même assez vous compliqué. êtes conservatrice. Alors j'ai fini de travailler au musée du Louvre, où Oui. j'ai été chargée de mission. Je me suis arrêtée en janvier 2019. Mais je suis encore, je travaille encore pour une exposition à Besançon l'hiver prochain. Oui. L'année prochaine sera l'année des 250 ans de la mort de François Boucher, donc il y a un certain frémissement autour. Oui. Donc je suis un peu sollicitée à nouveau, voilà, et je ne vais pas refuser ça, bien entendu. Vous viendrez nous en parler. Ah oui, volontiers, À la très rentrée volontiers. Il y a 2 expositions importantes qui vont avoir lieu. Et il y a tout de même une brocante. Alors, il y a une brocante au mois de septembre, il y a un marché de Noël au mois de décembre. Ça, c'est Le premier une marché bonne de Noël. idée. Alors, le marché de Noël, beaucoup de gens le font. Ce qui se trouve, c'est qu'on a eu une demande de la part de certains bénévoles qui fabriquent eux-mêmes des objets pour des marchés de Noël et qui nous ont dit, mais Oui. ici, pourquoi pas? Bien sûr. Voilà. Donc, on est parti Mais sur c'est- cette idée. C'est la porte ouverte à toutes les fêtes. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas avoir... qu'on ait tout le temps des événements, si vous voulez. Quelquefois, ça peut être des vieilles voitures. Mais qu'on ne soit pas avec un calendrier permanent qui ne serait pour nous une contrainte effroyablement lourde. Oui, C'est-à-dire oui, qu'on ne bien fasse sûr. pas tous les ans une fête médiévale, pas tous les ans un son et lumière. Donc, on va essayer de faire chaque année 1 ou 2 ou 3 événements Oui, oui. qui peuvent être différents. Cette Ah année, oui. on a notre visite aux chandelles parce qu'on l'avait faite il y a 2 ans et qu'elle avait eu grand succès au mois d'août. Château de Vaux fait des visites aux chandelles. C'est de là qu'elle m'est venue C'est l'idée. assez C'était somptueux. une merveille. J'ai été Mais c'est invitée autre là. chose comme décor. Il y a quand même les peintures de Lebrun, c'est tout de même quelque chose d'extraordinaire. Et où en êtes-vous de la rénovation, si je puis dire Alors, le château et les écuries sont remis en état complètement. Oui. Ce qui nous manque, ce sont les bâtiments qui ne sont pas Annexes. annexes, c'est-à-dire qu'il y a une tour médiévale qui reste, qui est en grand danger aujourd'hui, parce qu'il y a des infiltrations par le haut. Il faudrait qu'on refasse toutes les toitures. Alors c'est le moment d'évoquer. Et alors, on a un financement participatif, en effet, jusqu'au 7 juillet pour des murs, parce que au XVIIe siècle, c'est la chose qui m'avait le plus touchée, parce que j'aime beaucoup les jardins, c'est le fait que les jardins du début du XVIIe soient toujours là. C'est-à-dire qu'on a des jardins en terrasse, clos de murs, Oui. 3 jardins superposés les uns aux autres. Depuis, on a localisé l'ancien réservoir de 900 mètres carrés qui drainait toute l'eau, qui partait ensuite par des canalisations de pierre vers tous ces jardins, jusqu'à un jardin bas qui avait un grand jet d'eau de 20 mètres de haut, puisqu'il y a un décalage de 20 mètres entre les différents jardins.
Malheureusement, un de nos murs en terrasse est en train de tomber. Un angle de mur. Donc il faut le redresser. Il faut le démolir, l'étayer et le reconstruire pierre par pierre. Et si on attend qu'il se détruise tout seul, le travail sera beaucoup plus complexe. Et il faut que ce soit un travail de professionnel. Oui, alors, obligatoirement. Qu'est-ce qu'on fait si alors, première question, comment fait-on? On tape sur Internet Alors, on retrouve, c'est Château des Bordes sur la plateforme d'Artagnan. C'est un financement qui est en cours. Sur la plateforme d'Artagnan. Alors, évidemment, comme toujours, il y a des contreparties que nous avons essayé de travailler beaucoup. Donc, il y a des séjours au château. C'est-à-dire des cadeaux. Des cadeaux, oui, voilà. Ce qu'on offre. Vous nous aidez et en échange... Voilà, ce qu'on offre. Alors, évidemment, si c'est 5 €, vous avez juste une carte postale dédicacée. Oui. Mais si c'est plus... mais on va jusqu'au voyage en montgolfière, au-dessus du château, etc. La chambre d'hôte. Bien sûr, la chambre d'hôte. Vous avez une très belle chambre d'hôte que j'ai admirée sur l'écran. Qui peut accueillir 5 personnes. Oui, c'est ça. On a une suite. C'est Vous avez une suite, voilà. Donc, papa, maman et les enfants. Très apprécié par les étrangers. Voilà. Beaucoup d'étrangers, énormément d'étrangers. Bien sûr, oui. Et des Chinois, des Australiens. Et chauffés. Ah bah oui, quand même. Le château est chauffé. Avec des poêles à bois. Alors non, dans la partie chambre d'hôte, c'est l'électricité. L'électricité, vous avez voulu assurer. Parce que moi, oui. pour accompagner mon époux à la chasse, j'avais choisi un joli château et je n'ai jamais eu aussi froid de toute la nuit parce que c'était bien évidemment à la fin de l'automne et que c'était un merveilleux endroit. Merveilleux château, Jean Charmant, mais j'ai cru retrouver les nuits d'hiver de mon enfance dans la vieille maison de mon grand-père. On pense à Châteaubriand, là, on pense à... avec les tapisseries qui flottent sur le mur. Donc, vous offrez toutes ces Alors oui, des choses très différentes des repas, les autres. On a essayé de beaucoup diversifier, oui. Parce qu'il y a ce restaurant. Alors le restaurant, c'est une innovation, c'est tout récent. On a un fils qui dirigeait un restaurant à Paris. Et qui a quitté la région parisienne. C'est un ancien cavalier aussi, donc il aimait Paris, lui pesait quand même, je pense, et qui nous a offert la possibilité d'ouvrir quelque chose sur place, sachant que nous ne faisons pas de concurrence à qui que ce soit, parce que sur cet endroit particulier d'Urzy, le village dont dépend le château, il n'y a pas un seul restaurant. À proximité, il n'y a rien. Donc les gens étaient tout contents de savoir que quelque chose allait ouvrir. Nous essayons de faire... Alors il y a peu, il a développé un concept particulier. C'est compliqué de travailler avec ses enfants parce qu'il faut les écouter et écouter ce qu'ils vous disent. C'est compliqué de travailler avec qui que ce soit. Mais alors avec ses enfants, j'imagine. Ils peuvent être experts dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Absolument. Alors, donc il nous a expliqué deux choses. Pas beaucoup de tables. Oui. Alors il y a un très joli cadre, parce que c'était quand même dans une ancienne salle du XVIIe siècle qui était le logis du chef palefrenier de ses écuries. Donc c'est un bel endroit. Très peu de tables, sur réservation uniquement. Et alors, les deux autres choses, cuisine avec des produits locaux, ce que je trouve très bien. Et donc on développe ça. Et puis il a pris quand même un très bon cuisinier qui a travaillé avec Hélène Darroze à Paris. Donc, donc c'est moins de personnel, mais un très bon cuisinier. Ces cartes sophistiquées et tout. Mais il n'y a pas un dispositif aux familles nombreuses avec un budget beaucoup moins important. On peut, ça dépend à quelle heure on vient. Ou alors vous ouvrez des tables à pique-nique. Oui, on fait ça aussi. On l'a fait aussi. D'ailleurs, la semaine dernière pour un groupe de jumelage avec des Polonais. Vous déléguez. Ils ont acheté l'apéritif. Enfin, ils ont demandé un apéritif qu'on leur a servi. Et après, ils avaient apporté leur pique-nique. Non, mais tout est modulable aussi. Mais c'est mon fils qui décide, ça, c'est pas nous. C'est sa partie. Il faut savoir chacun rester à sa place. En tout cas, les photos que l'on voit et que notre amie Solange nous a montrées pendant toute cette émission sont extrêmement attrayantes et on a vraiment envie de vous rejoindre, Françoise Joly, au Château des Bordes, donc dans la petite ville de Urzy. C'est ça. Donc on a bien dit tout, congrès de Renaissance catholique, il faut s'inscrire, ce n'est pas public, et brocante à l'automne. Visite aux chandelles au mois d'août. Visite aux chandelles, quelle date? Alors, 14 au 17 août. 14 au 17 4 soirs, parce que ce sont que des bénévoles qui assurent les personnages en costume qui sont dans les salles, adaptées aux salles. C'est-à-dire dans les salles dans les tours du Moyen-Âge, on a des personnages en costume médiéval et personnages en costume 17e ou 18e dans les autres salles, tout dépend. On a une centaine de... On a des autour du 15 août, et on a des costumes.
autour du 15 août. La brocante, c'est En septembre. En septembre. Et puis en début décembre, le 8 décembre, dans mon souvenir, on Les a fêtes de Noël, les marché de Noël. Le marché de Marché Noël, de Noël. voilà. Bien, il nous reste à vous féliciter, Françoise Joly, vous-même et votre Écoutez, mari, non, on ne se félicite qui pas quelqu'un. était, C'est une qui forme est- de folie, qui à mon est avis. architecte. Architecte Ah oui, du mais vous patrimoine. savez, qui n'est jamais fou n'est pas sage. C'est Oui, c'est une possible. devise auquel je tiens et à laquelle je tiens plutôt. La vie est ennuyeuse si on n'est pas un peu fou. Mais écoutez, c'est le pari de la Donc, fin de notre vie, hein, pour donc- mon mari et moi. Voilà. Donc bravo, bravissimo, et merci d'accueillir comme ça tous ceux qui ont rêvé d'un château, parce que je crois que le rêve du château est absolument dans l'esprit de Mais c'est tout un vrai. chacun, à toutes les classes En de la France et à société. l'étranger. Et donc, cette possibilité de participer à ce financement fait que, en fait, ça devient un bien qui vous est, qui Oui, vous est bien proche. sûr, mais c'est ce que je dis toujours aux gens qui habitent et qui travaillent avec nous, ça ne nous appartient pas. Nous en sommes dépositaires, mais Oui, oui, non, comme c'est- c'est une part d'histoire, elle appartient à sûr. tout le monde. C'est vous qui Tout. appartenez au château. C'est un peu vrai. Merci beaucoup, Françoise Joly. Non, je Et vous remercie de rendez-vous cet été au Château des Bordes. Et comment on fait quand on veut visiter? On peut visiter. Vous allez sur le site Ce site et, est en- et vous trouvez toute possibilité, possibilité, là, de nous d'accord. joindre par téléphone, par email, n'importe. Le contact du site est très facile. C'est très facile et très bien fait, je dois dire. Merci beaucoup, Ah, c'est ma Françoise. fille aînée, ça. Chacun Chacun de mes enfants a un rôle particulier. Chacun de nos enfants est nos légendes et Ouais, belles-filles. voilà. Donc voilà. Faites des familles nombreuses, c'est très utile. Oui, c'est quelquefois compliqué, mais c'est utile. Merci beaucoup, Françoise Joly, de nous avoir invités à cette promenade au Château des Bordes. Et chers auditeurs, si vous avez 3 sous, n'hésitez pas à reconstruire ce mur. Merci beaucoup. Au revoir Françoise, au revoir Merci, chers Anne. amis de TV Liberté.